L'actualité du Covid-19 nous a tous bousculés dans l'année qui vient de se dérouler. C'est vrai que le confinement, on est à 1 an du début du premier confinement aujourd'hui. Il y a une attention vraiment très très particulière et précoce, grâce d'ailleurs à la Société française de pédiatrie médico-légale et la Société française de pédiatrie autour des possibles violences faites aux enfants. Donc en fait, dans l'actualité liée à la Covid, très rapidement, on a vu que nos activités professionnelles étaient marquées d'un silence assourdissant, c'est-à-dire que dans les 15 premiers jours, et toutes les équipes l'ont constaté, dans les 15 premiers jours qui ont suivi le confinement, en fait, on a eu vraiment une mise quasiment à l'arrêt de toutes nos activités et nos activités en protection de l'enfance, avec aussi sur l'ensemble des services une très grande inquiétude sur la possibilité de violences qui seraient survenues au domicile. Donc, on s'est beaucoup mobilisé avec les collègues pédiatres, médecins légistes sur ces points-là. Ce qu'on se disait aussi de façon très forte, c'est que ce qui constituait le repérage initial à ce type d'exposition était à l'arrêt, puisque les enfants n'étaient plus sociabilisés, et ça a été vraiment une grosse préoccupation. On s'est beaucoup mobilisé nationalement, sur nos territoires aussi, les acteurs de terrain se sont mobilisés. Et ce que ça a montré, alors effectivement, nous, professionnels, nous étions capables de travailler ensemble, donc vraiment dans une dynamique de pédiatrie médico-légale avec effectivement la justice, les services des conseils départementaux, les services de santé scolaire. Et on a réussi aussi grâce à ça, je pense, à mettre en avant qu'on était capable de faire ensemble. Même si on a vu donc dans nos hôpitaux donc un effondrement des pathologies tout venant, puisqu'en fait, tout ce qui était actualité autour de l'infectieux et de la traumatologie était vraiment tout à fait diminué de 30 à 70% dans tous les CHU et CHG de France par rapport à l'actualité. Et par contre, en fait, on avait un maintien très fort des prises en charge. Donc après ces 15 premiers jours assourdissants, on avait un maintien des situations graves en protection de l'enfance. Il y a eu aussi une grosse mobilisation des services du 119 avec un développement médiatique très fort, aussi une grande adaptation de ces services, des services du SNATED. Je crois vraiment il faut qu'on leur rende hommage parce que du jour au lendemain, ils ont dû monter en compétences, s'adapter, travailler à distance, se mobiliser. Et c'est vrai qu'on voit bien que ça a été aussi quelque chose de très, très, très précieux. Les appels au 119, alors certainement grâce à cette médiatisation, ont augmenté, particulièrement les appels d'enfants, les appels de voisins. On a vu aussi pendant cette crise la mise en place, alors de façon pas immédiate, mais en tous les cas un tout petit peu plus à distance, la possibilité d'une sollicitation directe du 119 par un formulaire en ligne, ce qui effectivement était certainement ce qui a été très très précieux. Donc c'est vrai qu'on a pu voir une grande mobilisation des professionnels, mais aussi des acteurs de terrain et des particuliers autour de ces situations. La question qui découle de ça, c'est y a-t-il eu plus de violence pendant le confinement ? Alors plus de violence conjugale, on sait que les enfants maintenant sont quand même non pas exposés aux violences conjugales, mais bien pleinement victimes de ces violences. Donc oui, il y en a eu plus. Les statistiques laissent à penser que probablement il y a eu plus de violences pendant les périodes de confinement, mais en même temps, je pense que si quantitativement on a ces chiffres-là, il va falloir aussi être très fin sur l'analyse qualitative de ces situations parce que dans notre expérience, en tous les cas, on a vu que c'était des violences probablement plus graves et ça, c'est difficile de trouver des marqueurs scientifiques. Quand je vous dis ça, je pense que ça met aussi en perspective ce qui était un peu dans le livre de pédiatrie médico-légale, c'est-à-dire toute la difficulté de faire des études épidémiologiques sur l'enfance en danger et sur les violences sur mineurs. La crise nous montre ça et nous montre ces difficultés, en tous les cas, à mettre en avant des chiffres qui soient des chiffres solides. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que dans les situations qui étaient dégradées, elles ont continué à se dégrader, malgré la mobilisation des acteurs, mais en tous les cas, le confinement, la vie en huis clos a continué à dégrader ces situations. Alors paradoxalement, on a aussi des enfants qui ont été, ça on a pu le lire aussi dans la littérature, et ça peut nous donner aussi peut-être qu'un souffle un peu nouveau, c'est-à-dire on a des enfants qui étaient sur des lieux de placement ou qui étaient dans des structures où ils ont été plutôt maintenus avec peu d'allées et venues, peu de changements, et qui ont aussi pu, c'est les témoignages du terrain, en tous les cas qu'on a pu recueillir, bénéficier d'une certaine stabilité. Et ça, c'est aussi un effet de la crise Covid qu'il faudra certainement évaluer.
En tous les cas, cette crise Covid nous a permis de nous dire et de faire ensemble, et ça, je pense que c'est vraiment très précieux. On voit bien que le confinement, sur le second confinement, en fait, il y a eu une forte pression des pédiatres et de notre Société française de pédiatrie médico-légale et de la SFP pour maintenir les écoles ouvertes, parce que on a bien mis en évidence après qu'ils étaient peu contagieux, beaucoup moins menaçants qu'ils l'étaient au début de la pandémie, alors qu'on avait peu de données, notamment de la littérature internationale, et le risque aussi d'être coupé des apprentissages, de la vie collective, c'était aussi un vrai risque. Donc l'intérêt supérieur de l'enfant, en tous les cas sur l'analyse de la balance bénéfice-risque, plaidait plus bien sûr pour un maintien de la vie en collectivité. Aujourd'hui, on a des difficultés qui ont vu le jour, notamment sur l'état de santé psychique des enfants, et ça doit être aussi un point qui nous préoccupe. Beaucoup de situations, en tous les cas sur le plan psychologique de l'enfant, des adolescents, même un peu plus grands, qui sont quand même parfois dégradés. Encore une fois, je pense que travailler ensemble a été possible. Ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que les violences, c'est très difficile à voir. C'est-à-dire que la première chose que ça évoque pour les praticiens, c'est pas possible. Donc une sorte de sidération et de déni. Et c'est vrai que c'est très difficile de voir ces situations quand on a une seule paire d'yeux. Donc l'idée, c'est probablement d'en avoir plusieurs et de travailler en collectivité. Donc les procédures juridiques, il le faut mettre en place. La forme est très importante à respecter, parce que la forme est vraiment ce qui va permettre, en tous les cas, à nos correspondants du monde de la justice et du monde du travail social et des départements de nous lire. J'aime bien la citation de Rudolf von Ehring qui dit « Ennemi juré de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté ». Et c'est vraiment quelque chose auquel nous, on s'attache de façon très, très forte. Ce à quoi le professionnel de santé est soumis, c'est d'abord la protection des enfants. Ça peut être une protection, effectivement, par la rédaction d'un écrit, qui peut être un signalement judiciaire ou une information préoccupante en fonction de la gravité. Mais ça peut être aussi l'hospitalisation, la mise à l'abri. Le professionnel doit protéger. Après, sur la question du signalement judiciaire et de l'information préoccupante, il a la faculté de se délier du secret professionnel qui est visé par l'article 226-13 du Code pénal. Les situations de danger permettent en tous les cas de s'en délier. Dans le livre de pédiatrie médico-légale, on voit bien que le secret professionnel est quelque chose de très central, puisque on a au moins 3 chapitres qui sont pleinement dédiés à ce sujet, des chapitres qui ont été rédigés par Sylvie Grunewald, qui est maître de conférence à l'Université de droit de Nantes, par Stéphane Cantero, avocat général près la Cour d'appel de Rennes et moi-même. Et on voit bien combien c'est quelque chose de complexe et difficile. Pour autant, c'est une faculté qu'on a, voire une obligation dans certaines situations. Et c'est vraiment très important de le connaître. Un autre élément que les praticiens peut-être connaissent moins et qu'il est important de rappeler ici, c'est dès lors qu'on a une situation de danger, les praticiens peuvent partager des informations à caractère secret pour permettre que la situation soit évaluée au plus près et avec les éléments qui sont portés à la connaissance des instances, qu'elles soient départementales ou judiciaires. Ces informations permettront une prise en charge au plus juste de l'enfant. Et puis l'autre chose, mais ça aussi la crise Covid nous l'a enseigné, c'est il est important de connaître ses interlocuteurs et aussi de pouvoir discuter en dehors de la crise, c'est-à-dire en dehors des situations qui nous occupent et qui mobilisent aussi beaucoup de notre énergie et de nos émotions aussi. C'est des situations qui sont d'autant plus riches qu'on n'y est pas préparé et d'autant plus riches qu'on est seul en fait. Ce qui est assez étonnant par rapport à ce sujet-là, c'est que l'écrit que les médecins savent faire et qu'on leur a appris à la faculté, c'est les certificats. Ils connaissent la forme du certificat. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en protection de l'enfance, c'est pas toujours le bon écrit qu'il faut faire. Et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose pour lequel les praticiens ont vraiment du mal. Parce qu'il faut se rendre compte aussi que le certificat médical, en pratique quotidienne, sur les pratiques de terrain, des médecins généralistes ou des pédiatres, c'est vraiment quelque chose qu'ils font de façon très, très régulière. Et la rédaction des certificats est quelque chose de très complexe. On y a consacré dans le livre de pédiatrie médico-légale un chapitre entier qui a été rédigé avec nos collègues du CHU de Caen et de la PHP. Il faut savoir, dans les situations d'enfance en danger, débusquer le moment où le certificat, c'est vraiment pas l'écrit qu'il faut faire. Donc le certificat, il ne doit pas désigner de tiers, il ne doit pas désigner de mécanique traumatique. Dès lors que le praticien commence à se poser ces questions-là, c'est que c'est pas le bon écrit à faire. Donc dès lors qu'il doit effectivement reprendre des propos de l'enfant, décrire de façon précise des lésions qui lui apparaissent comme étant de nature traumatique,
c'est pas le bon écrit. Donc c'est aussi en ça qu'il faut apprendre aux médecins à prendre du temps, pas être dans l'instantanéité, savoir à qui demander pour rédiger aussi ces écrits, et savoir qu'il faut parfois transformer ces écrits en autre chose, qui seront des écrits qui vont pour le coup protéger l'enfant, qui soient effectivement soit des informations préoccupantes, soit des signalements judiciaires. Donc ça, en formation initiale et continue, c'est quelque chose qu'on peut dire très régulièrement. Après, la question qui est en arrière par rapport à tout ça, c'est que si je ne fais pas de certificat médical, comment puis-je l'annoncer à la famille? Comment puis-je annoncer ce refus? Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi dire non à une famille et à un patient, c'est compliqué pour nous. Et après, si je décide de faire une information préoccupante ou un signalement judiciaire, a fortiori si je suis seule dans mon cabinet, comment je vais les écrire? Est-ce que je vais bien le faire? Comment je vais l'annoncer à l'enfant et sa famille? Et ça, et en fait, on s'aperçoit aussi que quand bien même le praticien est passé à l'acte de la rédaction de l'IP ou du signalement judiciaire, se pose la question de l'annonce. Et c'est vrai que on leur dit effectivement toujours que ces écrits doivent être centrés sur l'enfant, doivent être faits à hauteur d'enfant et doivent surtout pas être accusateurs pour les parents. En tous les cas, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de gymnastique par rapport à ces écrits. Souvent, les praticiens, d'ailleurs, la première chose qu'ils nous disent par rapport à ces situations de maltraitance, c'est « nous ne sommes pas formés ». Et il est très probable que derrière cette allégation de manque de formation, c'est aussi « je ne suis pas à l'aise avec ça, le sujet me dérange et finalement, je ne sais pas faire parce que aussi, je suis tout seul ». Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit entendre et qu'on doit entendre dans les parcours de soins des enfants et adolescents en danger. Et c'est certainement un point sur lequel on peut trouver des points de discussion et des points d'accroche avec nos ministères de tutelle et administration centrale. Donc ce livre met en avant combien il est important de travailler ensemble sur les sujets de l'enfance et de l'adolescence en danger. Ce qu'on constate en fait dans notre pratique quotidienne, c'est que les difficultés familiales ou les dysfonctionnements familiaux sont extrêmement contaminants sur nos pratiques autour des enfants et adolescents en danger. C'est-à-dire les discordes entre les services, notamment, ou entre les professionnels, sont souvent très graves parce que les familles sont contaminantes et non pas parce que les professionnels ne sont pas compétents. Identifier la divergence comme un signe clinique de gravité, ça permet de faire un pas de côté très important par rapport aux situations de danger qui nous occupent. On a parlé tout à l'heure de la sidération, du déni. La collectivité, le travailler ensemble, c'est vraiment la seule façon de faire face à ça et de faire face aussi en partageant des formations communes, des temps de travail communs, des supervisions communes. Ça nous permet de connaître les contraintes des professions de chacun, les compétences, les champs de compétences et les zones de tuilage qu'on peut avoir au service des enfants. Sur le travailler ensemble, il est important pour les praticiens de terrain, en tous les cas de première ligne, qu'ils soient médecins, psychologues, dentistes, orthophonistes, orthodontistes, etc., c'est la question du repérage, c'est-à-dire quels sont les éléments qui doivent m'alerter, qui doivent me faire demander un avis ou me faire poser la question de la violence. C'est-à-dire qu'il faut que dans ce qu'on appelle, nous en médecine, dans nos tiroirs diagnostiques, lorsqu'on constate un symptôme, il faut effectivement essayer de pousser notre raisonnement professionnel, alors quel que soit notre champ de compétences, et éventuellement envisager de demander un avis spécialisé pour entériner ou non cette situation. Les avis spécialisés, ce pourquoi nous travaillons, c'est effectivement de faire de la clinique de la violence un diagnostic médical. Alors un diagnostic, ça part d'incertitude, ça part de raisonnement et proposer une thérapeutique qui soit effectivement adaptée à l'enfant et à ses besoins. Donc c'est vraiment réfléchir autour de l'enfant et non plus réfléchir sur l'auteur possible des violences, particulièrement en intrafamilial. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le travailler ensemble. Penser aussi nos activités comme une vraie spécialité médicale. Qui dit spécialité médicale dit formation, principe de la formation, formation interprofessionnelle. Et ça, c'est quelque chose, un point qui a été très exposé dans le chapitre qui a été coécrit par le professeur Gralegouen, le pédiatre, et le professeur Scollan, médecin légiste, sur comment penser ensemble notre culture médicale commune, auquel les médecins généralistes doivent être pleinement associés, ainsi que les urgentistes. Enfin, en tous les cas, on s'aperçoit que dans toutes les spécialités médicales, il y a un petit quelque chose qui va faire qu'on va travailler ensemble sur ce sujet-là. Je pense particulièrement aux radiologues, aux généticiens, aux toxicologues. On voit bien toute la richesse de nos interactions. Et en tous les cas, il faudra certainement poursuivre notre réflexion autour de la formation et la formation en santé, ça c'est évident.
Le développement de ce concept qui était préexistant, c'est-à-dire qui est au service de l'enfant, qui est la pédiatrie médico-légale, et le concept de cet ouvrage, c'est quelque chose qui porte en fait ce collectif pour les enfants et adolescents en danger. L'idée, c'est certainement pas d'être descendant en tous les cas, mais plutôt de proposer aux professionnels qui s'y intéressent de se dire finalement où est ma place dans cette chaîne de soins et de prise en charge. Et si les professionnels qui ont la lecture de cet ouvrage ou qui ont connaissance de nos différents travaux se posent à ce moment-là cette question-là, je pense qu'on aura tout gagné. Enfin, les enfants auront tout gagné. Nous, rien du tout. Les enfants ont tout gagné.